Bonsoir et bienvenue dans Zone Grise, votre rendez-vous bimensuel d'actualité internationale. Chaque édition, nous explorons ensemble une zone géographique peu couverte par les médias pour mieux comprendre les enjeux actuels et les dynamiques qui continuent de façonner notre monde. Et sans plus attendre, direction l'Iran où la situation n'a presque pas changé d'Evika Guéranfar. Depuis la révolution en 1979, l'Iran est soumis au régime de la charia, la loi islamique. Le régime religieux s'efforce de supprimer toute trace d'occidentalisation de la société et de libération des mœurs. Cela s'accompagne de la suppression de certaines libertés individuelles et du recul de la condition féminine. Bahram est né en Iran, dans un Iran pré-révolutionnaire, bien plus développé et ouvert sur le monde que celui d'aujourd'hui. Il a fui la révolution avec sa famille alors qu'il était encore un enfant. C'était brutal. La famille était assez bien établie là-bas. Il faut bien comprendre que la famille directe au-dessus était tous recherchés par le gouvernement. Il y avait des avis de recherche. Ma famille était d'origine Baha'i. La situation des Baha'i vis-à-vis des chiites était très très compliquée. Outre ça aussi, il y avait des positions tenues par les membres de la famille dans le gouvernement et de situations dans les affaires qui rendaient les choses très compliquées. Quand on grandit avec des histoires d'un pays que l'on ne reconnaît pas, forcément, il y a un choc. Les baillis n'étaient pas tolérés, donc pendus, emprisonnés, tués d'office, spoliés, sans justification. Si on regarde depuis le coup d'État dans les années 50 qu'il y a eu avec les Anglais et les Américains qui ont remis le Shah au pouvoir, l'Iranien général, ils n'ont qu'une envie, c'est de soif de liberté. Ils ont été trop mis sous cette pression. Les gens au pouvoir, malgré le fait qu'ils utilisent une couverture religieuse, c'est des gangsters. Ils utilisent ça comme prétexte et tout ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir et l'argent, comme tous les politiciens ou tous les gens qui sont dans le pouvoir. Donc ils ont mis la main mise à travers les esprits un peu plus étroits et plus simples d'une certaine frange de la population pour maintenir le pouvoir à travers la religion. Des décennies de tentatives d'intervention des instances internationales en vain. La conclusion est fatale, le changement et la révolution ne peuvent venir que de l'intérieur. Merci Devika. Bye bye les journalistes. En Afghanistan, les autorités talibanes renforcent leur contrôle sur les médias. Dernière mesure en date, l'interdiction progressive des images d'êtres vivants, inscrite dans une loi visant à promouvoir la vertu et prévenir le vice. Déjà appliquée dans plusieurs provinces, cette restriction inquiète les journalistes. Depuis 2021, le pays a perdu d'ailleurs plus de 3000 professionnels des médias et les femmes, particulièrement touchées, ne sont aujourd'hui plus que 560 dans la profession. Le pays tombe désormais à la 178e place sur 180 pour la liberté de la presse. Nouveau record d'exécution en Arabie Saoudite, le nombre d'exécutions a atteint un seuil historique avec 303 condamnés en 2024. D'après les chiffres de l'AFP, Riyad est vivement critiqué par les ONG pour l'absence de garantie judiciaire dans de nombreux procès. Malgré une modernisation affichée, ces chiffres soulèvent des questions sur les priorités réelles du régime qui reste derrière la Chine et l'Iran en matière d'exécution. Baalbek en deuil après 2 mois de guerre. Au Liban, dans la plaine de la Beka, 960 personnes, en majorité des civils, ont été tuées en 2 mois de frappes israéliennes. La région sous influence du Hezbollah pleure également la perte de figures locales comme Bilal Raad, chef de la défense civile. Tandis qu'une trêve fragile est en place, la ville tente de se relever après ces destructions massives. Les mercenaires syriens retravaillent leur image en série. Le groupe armé Hayat Tahrir al-Sham, anciennement lié à Al-Qaïda, multiplie les gestes pour se repositionner sur l'échiquier politique. Défendant publiquement les droits des Kurdes et autorisant un repli stratégique des YPD, ces hommes cherchent à convaincre l'Occident de les retirer de la liste des organisations terroristes. Objectif ultime, accéder au pouvoir à Damas malgré des soupçons persistants sur ses intentions. Toujours du côté de la Syrie, la situation est de plus en plus préoccupante à l'heure où la ville d'Alep a été prise ces derniers jours par des rebelles désireux de faire tomber la dictature, une zone particulièrement stratégique et importante pour le gouvernement de Bachar al-Assad, Mohamed Ben Khalfa. Une situation particulièrement tendue sur les derniers jours avec l'embrasement d'un conflit civil. Il convient tout d'abord de noter que le pays est entré en guerre civile en 2011 et que ce conflit a déjà fait plus de 500 000 morts. À l'époque, des manifestations pacifiques avaient éclaté en faveur de la démocratie dans le contexte du printemps arabe contre le régime dictatorial de Bachar al-Assad. Sur le temps long, on voit donc que le conflit s'étend depuis des années. Aujourd'hui, des rebelles appartenant au groupe HTS, anciennement affilié à Al-Qaïda, souhaitent faire tomber le régime de Bachar al-Assad. Ces derniers jours, la prise d'Alep a fait rentrer le conflit interne dans une autre dimension.
L'armée syrienne de Bachar al-Assad est acculée. Les rebelles sont aux portes d'Hama, 4e ville du pays, et qui se situe sur la route de Damas, la capitale de la Syrie. On note donc une progression vers le sud. Et sur le plan géopolitique, Bachar al-Assad est soutenu par la Russie, l'Iran et le Hezbollah, qui avaient déjà aidé al-Assad à reprendre Alep en 2015. Les rebelles sont soutenus par la Turquie, qui contrôle une grande partie du nord de la Syrie. Les rebelles profitent également du conflit russo-ukrainien et du conflit entre le Hezbollah et Israël pour attaquer. La France, de son côté, a appelé les Syriens à se conformer au comité constitutionnel qui avait été mis en vigueur par l'ONU en 2015 et qui avait pour but de résoudre le conflit politiquement. Retour sur la situation en Iran avec Devika Guéranfar. La vidéo avait fait le tour du monde. La scène s'est déroulée devant la prestigieuse université d'Azad à Téhéran, capitale iranienne. On y voit une étudiante pieds nus, cheveux lâchés et en sous-vêtements déambuler en signe de protestation. La jeune femme est rapidement devenue un symbole fort de la lutte des femmes contre le port obligatoire du voile. Évidemment, la jeune femme s'est rapidement faite arrêter par les forces de police locales. Alors pour rappel, en Iran, la loi impose depuis 1979 un code vestimentaire extrêmement strict pour les femmes, obligation de se couvrir entièrement et de ne laisser visible que leur visage et leurs mains. Les femmes doivent également porter le foulard et se vêtir de vêtements amples qui dissimulent leur forme. Le ministre des Sciences, de la Recherche et des Technologies, Hossein Simaeh, a dénoncé un comportement immoral de la jeune femme. L'ambassade iranienne en France a quant à elle assuré que l'étudiante souffrait de certains problèmes familiaux et de conditions psychologiques fragiles. La folie semble donc être l'unique raison des agissements de l'étudiante selon le gouvernement iranien. Finalement, la justice a annoncé que l'étudiante serait retournée au sein de sa famille et ne serait pas poursuivie. Cet événement est survenu plus de 2 ans après la vague de soulèvement des femmes iraniennes des suites à la mort de Masha Amani en octobre 2022. Plusieurs centaines de personnes avaient perdu la vie lors du mouvement de protestation sous la bannière Femmes, Vie, Liberté. Cette affaire illustre le quotidien des femmes iraniennes mais aussi afghanes, dans un contexte où leur liberté et leurs droits fondamentaux sont entravés à la minute. Et tout de suite, l'invité du jour. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir un ancien militaire français, journaliste pour l'armée à l'époque. Il a été déployé en Afghanistan à 11 reprises, un témoin finalement direct des réalités de ce pays en conflit. Au cours de vos différentes missions, on peut dire que vous avez connu les prémices de la guerre jusqu'au retour des talibans. Bonsoir Jean-Raphaël Drahi. Bonsoir. Petit rappel des faits, le conflit en Afghanistan a commencé dans les années 90, après que les talibans, un groupe armé prônant une vision très stricte de l'islam, aient pris le contrôle du pays. Ils y ont instauré un régime autoritaire, supprimé de nombreuses libertés pour la population, et particulièrement contre les femmes. Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis et leurs alliés, dont la France, sont intervenus pour déloger les talibans et lutter contre le terrorisme. Et pendant près de 20 ans, les forces internationales ont essayé d'aider le gouvernement afghan à stabiliser le pays. Malgré ces efforts, les talibans ont peu à peu regagné du terrain et sont finalement revenus au pouvoir en 2021. Retour à l'incertitude pour les Afghans. En 1996, l'Afghanistan devient donc un refuge pour les groupes terroristes internationaux, dont Al-Qaïda. La région devient de plus en plus instable. Jean-Raphaël, à votre arrivée, comment le contrôle des talibans pesait-il sur la vie des habitants que vous avez rencontrés ? Moi, j'étais sur Kaboul, et sur Kaboul, quand on est arrivé, donc en 2001, donc très peu de temps après le déclenchement de l'opération Enduring Freedom, de mémoire, je crois qu'elle s'appelait comme ça, Kaboul, on avait l'impression que tout allait bien. Bien évidemment, il y avait encore ces images qu'on avait du temps des talibans, et qui étaient des femmes avec des burqas qui étaient en ville. Et donc on avait plus de gens peut-être dans les rues qu'à l'accoutumée. Il y avait de la musique dans certains magasins, des choses dont les gens étaient privés bien évidemment du temps des talibans. Donc au tout début, quand on est arrivé dans les premières semaines, mois et même années, on sentait que les gens avec qui on était et au milieu desquels on vivait étaient plutôt contents et que j'aurais presque tendance à dire avec plein d'espoir. Après les attentats donc, du 11 septembre, les États-Unis et la France lancent une intervention pour démanteler Al-Qaïda et renverser les talibans. Quelles étaient selon vous les principales difficultés pour les forces internationales dès le début de cette opération ?
La plus grosse difficulté au tout début de l'intervention des militaires français, donc sur Kaboul en particulier, c'était de déminer, alors notamment à quelques kilomètres de Kaboul et dans l'aéroport de Kaboul. Pour la force internationale, il fallait déminer l'aéroport entre ce que les Russes avaient laissé et puis ensuite les différentes guerres, et notamment avec les talibans. Il y avait d'autres régions où il y avait d'autres difficultés, et notamment dans le sud de l'Afghanistan, où là les forces spéciales étaient au contact des talibans quotidiennement, et là il y avait une vraie guerre qui était en train de se mener. 6-7 ans plus tard, on roulait dans Kaboul avec des véhicules blindés et armés dans tous les sens. Justement, les missions en Afghanistan ont évolué pour se concentrer de plus en plus sur la formation de l'armée afghane et l'aide à la reconstruction. Pour autant, les attaques restaient toutefois très fréquentes. Les talibans finalement maintenaient leur pression. Votre rôle vous a semblé plus difficile à exercer là-bas ? Jusqu'à la reprise de Kaboul, on n'avait pas, au fil des années, une avancée des talibans dans la région et dans les régions d'Afghanistan. Simplement, ce qui se passait, c'est qu'ils s'accrochaient régulièrement avec les forces internationales, évidemment, et puis ils reprenaient le terrain qu'on prenait dans la journée. La nature a horreur du vide. Donc, quand il y avait une opération militaire qui allait dans des villages pour en faire sortir en fait les insurgés, il n'y avait pas de doute. C'est que le soir, ils allaient revenir. C'est une ascension psychologique. Un jour, je suivais des forces françaises et ils discutent avec le chef d'un village et ils lui disent « Bon, ça serait bien que tu nous dises où ils sont, quoi, en fait. » Et le chef du village, qui était plutôt acquis à la cause et qui n'avait pas forcément des accointances particulières avec les talibans, a répondu au chef de détachement militaire. Il lui a dit « Mais moi, je ne vais pas te le dire, parce qu'en fait, un jour ou l'autre, tu ne seras plus là. Et eux, ils seront toujours là. S'ils savent que je t'ai parlé, ils me tueront. C'est pas que je ne t'aime pas, mais je ne peux pas te le dire. » Le soutien de la population afghane était crucial pour la réussite de la mission internationale d'ailleurs. Des pertes civiles et la lenteur des progrès ont parfois créé de la méfiance envers les forces étrangères. Avez-vous ressenti des changements dans leur attitude au fil des ans ? En tout cas, quelles ont été leurs réactions ? Les Afghans sont pas forcément des aficionados des talibans. L'Afghanistan, c'est un pays extrêmement compliqué avec beaucoup d'ethnies qui ne s'aiment pas forcément entre elles, donc qui peuvent se mettre un petit peu dessus, et puis c'est à celui qui sera le chef. C'est très tribal, hein, l'Afghanistan. C'est pour ça qu'un gouvernement unique, c'était de toute façon pas voué à l'échec, mais pas loin. Il fonctionne pas comme ça. Les guerres ethniques pour certaines régions étaient complètement annihilées. Donc les villageois subissaient, entre guillemets, beaucoup moins du temps des talibans, parce que notamment la charia, la manière dont elle était appliquée et tout, la loi était la même pour tout le monde. De toute façon, la population et les Afghans, comme tout à chacun, ils sont pas bêtes. Ils savaient très bien que de toute façon la coalition internationale ne resterait pas éternellement. Ils y ont trouvé des vrais bénéfices, l'ouverture des écoles, des universités. Il y a eu beaucoup de constructions routières, d'infrastructures, l'énergie, la communication, l'électricité, par les ONG, par les forces aussi internationales militaires. Merci Jean-Raphaël. Et maintenant, du débat avec nos chroniqueurs. Le conflit en Afghanistan, emblème des luttes géopolitiques et idéologiques de ce siècle, continue d'écrire un chapitre sombre de l'histoire contemporaine. Retour en arrière. En août 2021, les talibans, après 2 décennies de lutte, reprennent le contrôle de Kaboul. Ce tournant marque la fin brutale d'un cycle d'espoir déçu et de fragilité structurelle. Les talibans, dont l'idéologie repose sur une interprétation rigoriste de l'islam, avaient déjà gouverné le pays entre 1996 et 2001. À cette époque, ils avaient imposé des règles sévères qui étouffaient les libertés individuelles et surtout qui réduisaient les femmes à une quasi-invisibilité sociale. Comment les discours religieux, ou en tout cas les initiatives locales, pourraient-ils remettre en cause cette vision de l'islam ? Je pense que comme tout mouvement extrémiste, on décrédibilise tout un peuple, toute une religion. On entache l'image d'une communauté qui n'a strictement pas les mêmes idéaux que des extrémistes extrêmes, si je peux dire, comme les talibans. Je pense aussi que c'est important de souligner la notion d'imposition, d'obligation étatique et gouvernementale, si je peux dire ça comme ça, d'une idéologie et d'un agissement qui ne traduit pas ni la volonté du peuple afghan, encore moins des femmes, et ni des musulmans à l'international. Tout a basculé aussi après les attentats du 11 septembre en 2001. Les États-Unis, soutenus par la coalition internationale, ont envahi l'Afghanistan pour chasser les talibans, donc soupçonnés de protéger Al-Qaïda d'ailleurs. L'intervention américaine, pour vous, est-ce qu'elle a atteint ses objectifs sécuritaires initiaux,
Ou au final, est-ce qu'elle n'a pas engendré une situation encore plus complexe, Mohamed ? Elle a engendré une situation évidemment très difficile pour les Afghans en général, et comme le disait très bien Devika, on se retrouve en fait face à une situation aujourd'hui qui est difficile du côté de l'Afghanistan, et c'est le peuple justement qui en subit les foudres. Et c'est vrai que le fait de voir cette image marquante, les Américains qui quittent l'Afghanistan sur cette situation d'échec au final, puisque la situation n'a pas été résolue. D'un côté, oui, il y a eu une ouverture des mœurs, etc. là-bas, mais après 20 ans, ils sont partis en laissant les talibans revenir au pouvoir. Donc on a l'impression qu'on est revenu au point de départ, même s'il y a pu y avoir des évolutions. Au final, on est revenu à ce qui se faisait auparavant. Donc on peut dire que c'est un échec, oui. Moi, je suis d'accord, et je rajouterais même ces images qui avaient fait quand même le tour d'Internet en 2021, quand les Américains ils avaient subitement quitté l'Afghanistan et qu'ils avaient laissé derrière eux tout un équipement militaire, et on retrouve des vidéos en fait des talibans qui s'amusent dans des chars américains avec des armes américaines, tout un tas d'équipements militaires qui prouvent en fait qu'ils ont vraiment laissé l'Afghanistan à l'abandon. Mais l'image est dingue en fait, elle est folle, parce que on se rend compte que la symbolique est forte. C'est la première puissance mondiale qui se fait humilier en quittant un pays qui ne dispose pas des mêmes moyens qu'eux, et comme tu l'as très bien dit, l'image en fait, la symbolique pour cette puissance internationale, elle est forte. Justement, après 20 ans de grands efforts, quels enseignements pourrions-nous tirer en tant qu'Occidentaux de cet échec pour des missions similaires à l'avenir ? Parce que les Occidentaux ont la fâcheuse habitude justement d'intervenir sur des sols qui ne sont pas les leurs, et on constate en fait que ce serait peut-être une succession d'échecs. Déjà, essayer de comprendre les mœurs. Je pense que quand on s'aventure dans ce genre de terrain, en tant qu'Occidentaux, on a une méconnaissance du terrain. Et je pense qu'en tant qu'Occidentaux, on doit faire preuve d'humilité, notamment les Américains qui prennent un malin plaisir à jouer les gendarmes du monde. Mais je pense que d'un autre côté, c'est très bien de vouloir rétablir la paix dans le monde, etc. Mais il faudrait connaître les mœurs locales, connaître comment ça fonctionne sur le terrain pour pouvoir être averti et essayer de résoudre la situation. Je suis entièrement d'accord. Je pense même qu'on n'a pas assez que les Américains, pour le coup, n'ont pas assez pris en considération les populations locales qui, elles, pour le coup, étaient victimes de toute une situation et qui ont été finalement laissées de côté, alors que c'était quand même les premières personnes qui étaient censées être aidées par des interventions militaires internationales. Je pense que, comme tu as dit, il faut comprendre le contexte local, mais il faut aussi comprendre le terrain, que ce soit juste le terrain purement militaire. C'est quelque chose qui n'a pas été fait, je pense, assez par les forces internationales et les États-Unis. Ce départ dont on parlait tout à l'heure des Américains, vous pensez que c'est une décision de retrait qui était justifiée, peut-être prématurée ? En tout cas, comment elle a impacté la crédibilité des États-Unis et par défaut donc de ses alliés, dont la France, sur la scène internationale ? Il y a une perte de crédibilité, parce que ça a donné une image à l'international du fait qu'on ne pouvait pas résoudre les conflits qu'il pouvait y avoir là-bas. On a beau être très puissant sur le plan géopolitique, parce qu'on a quand même eu un arsenal militaire conséquent. Les États-Unis, leurs alliés, c'est quand même les puissances les plus fortes qu'on peut avoir sur le plan géopolitique, et ça a été un constat d'échec après 20 ans où ils ont essayé de mettre en place des choses là-bas, et malheureusement ça s'est mal matérialisé avec ce départ soudain. Oui, je pense qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, on a un peu l'impression que c'est finalement une mission sur 20 ans, mais éphémère, qui pense pas aux conséquences du lendemain et qui, du jour au lendemain, laisse tout derrière. Et les images parlent d'elles-mêmes. En fait, c'est vraiment une traduction de comment ça a été vécu et comment ça s'est traduit avec le retour des talibans quasi immédiat après le départ des troupes américaines. Et donc nous, en tant que journalistes, comment... dans la communauté internationale, en tout cas, on peut soutenir justement les droits fondamentaux des Afghanes dans un contexte aussi fermé finalement que la situation politique là-bas. Mais c'est le rôle du journaliste que de dénoncer ce qui peut se passer là-bas. On le sait, là-bas, il y a des restrictions concernant les journalistes, et je pense qu'en tant que journalistes occidentaux, on se doit de prendre le contre-pied de ce que peuvent faire les puissances occidentales là-bas, se mettre un peu à la marge et essayer d'analyser la situation sans pour autant tomber dans l'égocentrisme, etc. Mais je pense qu'en tant que journaliste, notre rôle est de dénoncer les choses qui peuvent se dérouler là-bas, notamment concernant les femmes. Puis moi, je reviendrai sur les communautés internationales, comme tu as dit, Elisa. C'est depuis peu, toute femme afghane peut prétendre au statut de réfugiée. Ça a été décidé par la justice européenne. La seule prise en considération, ce sera leur nationalité et leur sexe. C'est un premier pas, je pense, pour soutenir les femmes en Afghanistan. Maintenant, comme tu as dit, les médias ont un rôle très important à jouer, et d'où toute la puissance de notre métier, et de faire passer des messages et de montrer l'histoire comme elle est réellement. Donc en tout cas, pas sauveur sur le terrain, mais peut-être plus une terre d'accueil. Les talibans, d'ailleurs, vous pensez que c'est simplement un mouvement idéologique, ou c'est quand même un groupe qui exploite aussi les faiblesses systémiques et en tout cas les fractures sociales d'un pays en crise ?
Il y a beaucoup d'ethnies du côté de l'Afghanistan, il y a beaucoup de divisions et je pense qu'il y a beaucoup de partis politiques, on le sait très bien en France aussi, qui exploitent souvent l'irrationnel, qui exploitent la faiblesse des gens, la pauvreté. En l'occurrence en Afghanistan il y a une pauvreté économique avec des gens qui ont très faim, mais il y a aussi des problèmes de climat aussi là-bas. On parle beaucoup des problèmes politiques, mais il y a aussi des problèmes de climat et je pense que les talibans se nourrissent de ce chaos, se nourrissent de l'irrationnel, de la colère qui peut aussi être présente chez les Afghans. Donc oui, c'est une situation qui est particulièrement difficile. Je pense qu'ils exploitent aussi les failles sur la scène internationale et sur la gestion de la situation par les instances internationales. Quand on est un peu laissé voué à être seul, à diriger tout un peuple, finalement, si personne nous aide, on fait un peu ce qu'on veut. Très bien, merci Devika et merci Mohamed pour ce super débat. Merci aussi à vous Jean-Raphaël d'avoir répondu à nos questions. C'est déjà la fin de cette émission, on se dit à dans 2 semaines.